Comme je le disais, camarade, la séance est enregistrée puisque c'est une première. On n'a jamais fait la monnaie en formation GS. Le principe, c'est qu'effectivement, on est une intervention luminaire dans laquelle on n'essaie pas de trop déranger David, sauf quand il vous y autorise, et qu'ensuite on puisse avoir, comme à chaque fois, un échange avec notre intervenant formateur ce soir, David qui est là, maître de conférence en économie à l'université d'Angers, quand même pour le présenter ourbi et tourbi pour cette formation qui est enregistrée et qui servira de replay et donc de base comme David l'expliquait tout à l'heure. Bon, je propose que j'arrête de meubler, David, et que je te passe la parole et que ce soit toi qui enchaîne. Écoute, merci beaucoup Frédéric, merci d'organiser cette séance de formation. Effectivement, on va parler de la monnaie. Alors, comme je le disais tout à l'heure, mais je le répète, c'est une séance à la fois de formation, c'est-à-dire que je vais expliquer des mécanismes techniques et concrets qui expliquent la monnaie. Je vais vous donner une approche à la fois d'économiste et aussi d'historien, d'anthropologue sur la monnaie. Je vais mêler un peu les sciences sociales. Et puis, je vais aussi le faire dans une démarche militante, en essayant dans cette séance de répondre à beaucoup de théories qui sont mises en avant euh, dans le milieu militant. Beaucoup de ces théories qui d'ailleurs sont très contestables, je vais expliquer pourquoi, hein, et beaucoup de gens, de militants de gauche, se font parfois avoir sur ces questions-là. Euh, Avant de commencer sur la monnaie, je voudrais dire une chose très générale, puis on va attaquer la séance. La monnaie n'est pas la richesse. Il faut vraiment que vous ayez ça en tête. S'il y a une seule chose à retenir, qui évite de faire beaucoup de bêtises, c'est de confondre monnaie et richesse. La richesse, c'est les biens et les services dont on peut disposer, qui sont en général produits par d'autres personnes, mais parfois on peut parler aussi de richesse naturelle, hein, une plage, voilà, des productions naturelles, environnementales qui sont bénéfiques aux êtres humains. Et la monnaie, c'est juste un outil qui permet d'acheter de la richesse. Mais la monnaie n'est pas la richesse. Elle ne peut rendre quelqu'un riche que si il peut acheter quelque chose avec cette monnaie. C'est-à-dire que si on vous donne à tout le monde 1 million d'euros, euh, eh bien, en fait, personne ne sera réellement plus riche parce que ce qu'on pourra acquérir avec ce 1 million d'euros sera déterminé par ce qu'on a produit comme richesse. Et donc, si on ne produit pas plus de richesse et qu'on donne à tous plus de monnaie, eh bien, vous comprenez assez vite que on ne sera pas plus riche, en fait. Donc voilà. Donc ça, c'est une chose importante. Monnaie et richesse sont deux choses différentes. Et maintenant, je vais attaquer ma séance. Alors, je vais attaquer cette séance avec une réflexion d'abord politique, là aussi, un mythe très répandu, notamment dans les sphères très à droite, très ultra-libérales, sur l'origine de la monnaie. En fait, la question qui se pose parfois, c'est d'où vient la monnaie? Comment est-ce qu'elle est apparue dans l'histoire? Parce que la monnaie est apparue dans l'histoire à un moment assez précis de l'histoire, hein, 600 ans avant notre ère, en Turquie, hein, donc on sait où, on sait quel type de forme de monnaie il y avait. Et souvent, ce qui est dit, c'est que la monnaie a émergé naturellement dans l'échange et dans le marché. Et ça, c'est le mythe, on va dire, d'Adam Smith, hein, au départ, qu'il a inventé. Alors, bien sûr, lui-même, il ne fait sans doute que reprendre des idées qui existaient à l'époque, mais il faut bien comprendre qu'à l'époque, on avait une connaissance très faible, hein, des origines réelles et historiques de la monnaie. Et donc, Smith dit la chose suivante, il dit, bah voilà, l'échange est une pratique naturelle pour l'homme, hein, il faut échanger. Or, bah, c'est compliqué d'échanger parce que quand on veut faire du troc, on a besoin de trouver la véritable contrepartie à enfin, la personne qui soit dans la situation symétrique où on est, c'est-à-dire qu'on a besoin d'une marchandise A, mais on a pour cette marchandise A une marchandise B à échanger, et il faut qu'on trouve la personne qui possède la marchandise qu'on veut, mais aussi qui est prête à accepter la marchandise qu'on a. Donc c'est très compliqué, et dans le cadre du marché, nous dit Smith, eh bien, il y a une marchandise qui a émergé et qui a servi de monnaie. Pourquoi? Parce qu'elle était assez facile à utiliser dans les transactions. Et donc, les gens, plutôt que d'échanger directement la marchandise A qu'ils ont contre la marchandise B qu'ils souhaitent avoir, eh bien, ils vont passer par une marchandise intermédiaire, la marchandise C, donc la monnaie, qui vont donc convertir dans le cadre du fait qu'ils vont d'abord vendre leur première marchandise et ils vont acquérir de la monnaie. Avec cette monnaie, ils vont acheter la marchandise qu'ils souhaitent.
Et en gros, l'idée ici, c'est que la monnaie émerge naturellement des sociétés parce qu'on a besoin d'échanger et que c'est plus pratique d'échanger avec de la monnaie que simplement de faire du troc. Et en fait, l'idée de cette théorie, qui encore une fois est fausse, c'est de dire que la monnaie donc a émergé naturellement. Elle est issue du corps social et du principe du fait que les gens ont besoin d'échanger, et c'est intermédiaire dans les échanges, et c'est ça sa fonction première, hein. C'est-à-dire que l'idée ici, c'est que la monnaie sert d'abord et avant tout à permettre l'échange, puisque l'échange serait très compliqué sans monnaie, puisqu'on a ce problème de trouver la personne qui est symétrique, hein, qui a besoin de ce qu'on veut, de ce qu'on possède. Et alors, dans ce mythe de la monnaie, qui commence comme ça, eh bien, on explique que même si la monnaie est apparue naturellement, eh bien, l'État, une formation un peu exogène à la société et à l'économie, en tout cas c'est comme ça qu'elle est interprétée par ces personnes, eh bien, il va d'abord organiser certifier la monnaie, il va établir des pièces. Alors il va le faire parce qu'on ne sait jamais quelle est la valeur de la pièce, hein, si personne certifie le poids en or ou en argent qu'elle possède. Et donc il va monnayer, il va créer des pièces de monnaie et il va établir en quelque sorte un tiers de confiance pour que les gens connaissent la valeur des monnaies qu'ils échangent contre leurs marchandises. Donc, il va créer le monnayage. Et sauf qu'il va faire ça au départ un peu bénévolement, mais en fait, très vite, il va imposer la monnaie comme dans les échanges, c'est-à-dire qu'il va obliger les gens à utiliser la monnaie pour faire des échanges. Donc, les gens n'auront plus la liberté d'utiliser la monnaie qu'ils souhaitent. Et puis surtout, il va tricher sur la valeur des monnaies, il va gratter les pièces, il va les refondre en baissant leur teneur en métaux précieux. Et en faisant ça, il va créer de l'inflation, et l'inflation est perçue comme une taxe, un impôt sur l'organisation marchande. Et ensuite, il va passer à une autre étape, ça c'est les visions les plus complotistes, ils disent, ben, en fait, au bout d'un moment, il va se passer complètement de métaux précieux pour faire la monnaie, c'est la monnaie fiduciaire. Il va créer une monnaie à partir de la dette, il va confier la gestion de cette monnaie aux banques, qui vont quelque part être le bras armé de l'État pour surveiller la population en asservissant la population par cette dette. Et donc, ces gens-là nous disent, ben voilà, au départ, à l'origine, on avait une monnaie qui émergeait naturellement de la société. L'État est apparu, il s'est accaparé la monnaie, et il a organisé une monnaie qui est une fausse monnaie, qui n'a pas de teneur en métaux précieux, et qui permet l'asservissement des gens, parce que maintenant, la monnaie, on va le voir, d'ailleurs, c'est parfaitement exact, hein, cet élément, elle est créée sur la dette, et la dette nous pousse à la consommation, nous pousse à la surproduction, et nous empêche, en quelque sorte, d'être libre, hein. Donc, il y a une forme d'asservissement monétaire par la complicité de l'État et des banques. Voilà, donc ça, c'est une vision de la monnaie. Je vais expliquer pourquoi elle est fausse, mais je vais d'abord vous expliquer comment concrètement la monnaie fonctionne. Et puis, je vais aussi vous expliquer quelle est la véritable origine de la monnaie. Euh, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Alors, avant d'arriver à l'origine de la monnaie, je voudrais ici expliquer pourquoi cette théorie est fausse. Cette théorie est fausse parce qu'elle se base sur l'idée que les individus ont toujours été individualistes, c'est-à-dire ils avaient besoin d'échanger et dans une forme d'échange qui est assez particulière, qui est le troc. Et le troc, en fait, il faut comprendre que c'est en fait le principe d'échanger une marchandise contre une autre marchandise, hein, directement, sans passer par la dette, sans passer par un échange qui a une temporalité. C'est-à-dire que dans le troc, il y a un échange instantané. Voilà, je te donne ça et tu donnes ça, les deux choses sont d'égale valeur, eh bien, on est d'accord. Et en fait, le troc, c'est ce qui se passe lorsqu'on a une société monétarisée comme la nôtre, où la monnaie disparaît. Euh, Par exemple, en prison, on fait du troc parce qu'on n'a pas toujours accès à la monnaie. En fait, on a accès à la monnaie, mais peu importe, c'est une petite histoire que je vous raconte. Ou parfois dans l'économie russe des années 98, où il y a eu un effondrement monétaire, les gens, la crise post-soviétique, hein, dans l'URSS, eh bien, il n'y avait plus d'accès à la monnaie, donc les gens revenaient au troc parce qu'en fait, ils n'avaient pas d'autres moyens d'échanger. Mais en fait, nous dit David Graeber, donc je me base sur cet ouvrage-là, Dette 5000 ans d'histoire, hein, publié en 2013 par David Graeber, en français, en 2011 en anglais. Eh bien, il raconte l'histoire de la monnaie et il explique, hein, au tout début de son livre, que en fait, les sociétés archaïques, hein, les sociétés précapitalistes traditionnelles, par exemple l'époque médiévale en France, eh bien, on ne faisait pas le troc. En fait, les sociétés fonctionnant sur le troc n'ont jamais existé.
Il faut comprendre une chose, quand on dit que le troc n'a jamais existé, on ne dit pas que la monnaie a toujours existé. On dit qu'il existe dans les sociétés traditionnelles des systèmes d'échange qui ne passent ni par la monnaie, ni par le troc. Et en fait, pour essayer de le comprendre, c'est très simple en fait. Qu'est-ce qui se passe dans une société traditionnelle, dans un village où tout le monde se connaît? En fait, comme tout le monde se connaît, il n'y a pas besoin d'avoir un échange instantané. Euh, les gens se connaissent et donc, lorsque moi j'ai besoin d'une marchandise, de quelque chose, je vais aller voir la personne qui possède cette chose, je vais lui demander de me la donner et à charge de revanche. C'est-à-dire que quand cette personne aura besoin de quelque chose plus tard, eh bien, je lui donnerai ce dont elle a besoin. C'est-à-dire que je ne vais pas faire un échange euh, immédiat, instantané. Je vais faire un échange sur la durée qui implique en fait une chose très importante, c'est que je dois quelque chose à la personne qui m'a donné la marchandise, donc je suis endetté en quelque sorte vis-à-vis de la personne. Et ça crée en fait un lien social, ça crée une forme de dépendance. Et en fait, ce que les anthropologues ont vu, c'est que dans les sociétés sans monnaie, comme les sociétés des Indiens d'Amérique, hein, qui ont été étudiées par Marcel Mauss, un anthropologue français du début du XXe siècle, eh bien, il s'est aperçu que, en fait, les échanges se font sous une forme ritualisée de dons et de contre-dons, ce qu'il appelle le potlatch, qui est un mot d'origine amérindienne. Et donc, les gens, en fait, ils n'ont pas besoin de payer ce qu'ils achètent parce que, en fait, en demandant à quelqu'un de rendre un service ou de lui accorder cette marchandise, eh bien, ils vont s'endetter auprès de cette personne et plus tard, ils lui donneront ce dont elle a besoin. Donc, il y a en quelque sorte une relation sociale qui est créée par l'échange. Et en fait, Marcel Mauss il explique que, anthropologiquement parlant, les échanges dans les sociétés sans monnaie se font comme ça. Parce que comme tout le monde se connaît, il n'y a pas trop de risque en quelque sorte que, en fait, on ne cherche pas d'ailleurs l'égalité parfaite de l'échange. Voilà, c'est plutôt des systèmes d'aide, d'entraide, qui organisent et qui créent le tissu social. Et, euh, et en fait, ça veut dire qu'en fait que l'échange marchand n'existe pas. C'est toujours un échange social, c'est toujours des relations sociales qui sont créées par le don et par le contre-don. Et ça peut exister bien sûr que parce que les gens se connaissent et ils créent des liens de confiance mutuels en échangeant les uns et les autres. Et il faut comprendre que toutes les relations sociales sont marquées par des relations d'endettement les uns vis-à-vis des autres. Et en fait, très souvent, ce qui se passe dans ces sociétés, c'est que le chef, c'est lui qui a le plus donné, c'est-à-dire qui a le plus créé de dettes chez les autres personnes. D'où ces rituels de dons qu'on va retrouver dans certaines populations d'Indiens d'Amérique, où le chef va donner tout ce qu'il possède à tout le monde. Il va se retrouver finalement le plus pauvre, mais il va créer chez les autres des obligations de lui rendre. Et ils vont lui rendre comment? Bah, ils lui rendent de la fidélité et il va gagner comme ça du pouvoir politique. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les sociétés traditionnelles, les échanges économiques et les échanges sociaux, les relations sociales sont complètement mêlées les unes des autres. On ne peut pas démêler ce qui appartient à l'économie de ce qui appartient aux relations sociales. Et j'ajoute que, en fait, dans une famille, c'est comme ça que ça fonctionne entre frères et sœurs, entre parents et enfants. On ne se vend pas des choses, on se donne et on se rend l'appareil. Et c'est comme ça aussi que ça fonctionne avec des amis. En fait, ça, le potlatch, donc ce don contre don, c'est la manière dont on échange dans les sociétés sans monnaie, y compris dans les familles encore aujourd'hui. Les dons qu'on se fait aux anniversaires ou à Noël sont exactement ce type d'échange-là. C'est-à-dire c'est des échanges où la question ne vaut pas le fait qu'on va payer à l'euro près ce qu'on va rendre, à l'euro près ce qu'on a emprunté à la personne. On va chercher à avoir des mécanismes qui vont s'équilibrer automatiquement et qui sont le produit en fait d'échanges, mais qui sont pas des achats et qui créent une dette, mais pas une dette financière. Alors, je ne veux pas dire ici que le troc n'a jamais existé. Il a existé dans les sociétés traditionnelles et il réapparaît de temps en temps dans les sociétés actuelles qui sont démonétarisées, mais il s'appliquait simplement à des populations qu'on ne connaissait pas et dans lesquelles on n'a pas confiance. C'est-à-dire que quand on ne va pas revoir la personne, donc on ne sait pas si la personne peut disparaître parce qu'elle n'est pas dans le village ou dans la société dans laquelle on vit, eh bien sûr, dans ce cas-là, on va faire du troc. Et donc le troc a existé, bien sûr, dans ces sociétés traditionnelles, mais il existait avec les étrangers. Il n'existait pas dans le cadre d'un système social, puisque là, il n'y a pas besoin, en fait, de faire du troc. D'où la question que le problème de double coïncidence des besoins, le problème
comment on organise des échanges quand on n'a pas de monnaie, en fait, c'est une question qui ne se pose pas dans les sociétés traditionnelles. Et c'est pour ça que la monnaie n'a pas pu émerger de cela. C'est pour ça que la théorie que j'ai présentée tout à l'heure est fausse. Et donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la monnaie, quand elle est apparue, eh bien, elle servait surtout à quantifier les dettes. Parce que, effectivement, il peut arriver qu'avec la professionnalisation, on cherche à quantifier ce que les uns et les autres veulent, se doivent les uns par rapport aux autres. Et donc, on utilise la monnaie comme unité de compte. Mais bien sûr, le paiement, lui, se fait pas en monnaie. Il se fait parfois simplement en nature. Mais il s'agit de quantifier la valeur de la dette. Et donc, en fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'on a un premier lien très important entre la monnaie et la dette, c'est que la monnaie est apparue historiquement parce que justement, elle permettait de quantifier la dette. Et donc là aussi, on va voir hein, à chaque fois que monnaie et dette sont complètement imbriquées l'une dans l'autre. Et en fait, ce qui n'existait pas, c'est le paiement comptant avec la monnaie. C'est-à-dire, ça n'existait pas, y compris très récemment, hein, à la fin du Moyen Âge, en Europe, on ne payait pas forcément avec de la monnaie. On payait en nature, mais on quantifiait les valeurs avec de la monnaie, en monnaie. Alors, finalement, quand est-ce que la monnaie apparaît et quel est le rôle de l'État dans l'émergence de la monnaie? Alors là aussi, je reprends le livre de David Graeber, hein, qui fait un historique de la monnaie. Hein. Le livre parle de la dette. Hein. C'est Dette, 5000 ans d'histoire, c'est le titre du livre. Mais en fait, comme je vous l'ai dit, les deux, monnaie et dette, sont complètement imbriqués dans leur histoire. En fait, il y a une forme de parallèle, de symétrie entre la monnaie et la dette. Je vais y revenir après quand on va parler des mécanismes contemporains. Mais donc, du coup, ça pose quand même la question de comment la monnaie émerge. Et en fait, Graveur nous dit, bah, la monnaie n'émerge pas de la société. Les sociétés n'ont pas besoin de monnaie, elles font du troc quand elles vont échanger avec des populations extérieures. Et puis, en leur sein, les gens, bah, ils créent des relations sociales qui sont aussi des relations d'échange économiques. Hein, mais tout ça est complètement imbriqué. Il n'y a pas besoin de monnaie dans ces sociétés traditionnelles. Et donc, à quel moment la monnaie émerge? Eh bien, pour Graeber, la monnaie émerge quand l'État apparaît. C'est l'État qui va créer la monnaie et il va créer de la monnaie pour quelle raison? Eh bien parce qu'il a besoin de financer son armée. Concrètement, historiquement, les États sont des organismes qui permettent d'organiser, enfin de financer des armées pour accroître le pouvoir du souverain, bien sûr. Hein. Et pour ça, eh bien, il a besoin que les armées soient nourries, que la société dans laquelle il est puisse se nourrir, on va dire, sur il a besoin d'approvisionner ses armées. Et en fait, la monnaie est très utile pour cela. C'est-à-dire que la monnaie permet, en quelque sorte, par l'impôt, hein, en fait, la monnaie émerge parce qu'on a besoin de l'impôt, mais au lieu de faire un impôt en nature, on va faire un impôt en monnaie et on va donner cette monnaie ensuite à ses soldats. Et ces soldats vont devoir échanger la monnaie avec les fermiers avec les paysans, les agriculteurs. Hein, on est dans une société agraire qui eux-mêmes devront payer à l'État de la monnaie en échange. Et donc, en fait, grâce à la monnaie, on crée un mécanisme logistique extrêmement performant où c'est pas à l'État d'organiser la circulation des marchandises, enfin de l'alimentation, de l'approvisionnement des armées. En fait, il va laisser les soldats se débrouiller avec de la monnaie. Et comme les paysans doivent de toute façon payer l'impôt, ils ont besoin d'acquérir cette monnaie. Et la seule façon qu'ils ont d'acquérir cette monnaie, c'est de vendre leur nourriture aux soldats. Et donc, en fait, ce que dit Graeber, c'est que la monnaie, c'est un outil d'organisation de l'État et ça va faire émerger des marchés parce que du coup, bah, la monnaie va circuler dans l'économie jusqu'à ce que l'État va récupérer la monnaie par la fiscalité et ensuite la rendre à son armée sous la forme de soldes, hein, des soldats, et elle va à nouveau circuler dans la société. Et en fait, le dit Graeber, le marché apparaît du fait de l'État. Et là aussi, ça permet de casser le mythe de l'opposition entre marché et État. En fait, les deux émergent en même temps. En tout cas, l'État moderne, c'est-à-dire l'État qui ne va pas piller les fermes pour nourrir ses soldats, mais qui va organiser un mécanisme moins violent, qui est ce mécanisme fiscal, en quelque sorte. Bref, en fait, il peut y avoir aussi des crises monétaires, et là, je reviens sur des choses contemporaines, c'est-à-dire que parfois, il arrive des moments où la monnaie perd de sa valeur. Et on peut arriver, donc c'est le cas de la crise post-soviétique, c'est le cas de ce qui s'est passé en Argentine en 2001, c'est le cas qui s'est passé aussi en Californie pendant une crise d'endettement de certains comtés californiens. Et dans ces cas-là, eh bien, l'État est obligé de faire réémerger une monnaie, en fait. Et très souvent, alors en Argentine, on appelle ça des patacones.
honnêtement, je sais plus ce que ça veut dire en espagnol, en argentin. Mais peu importe. C'est des bons. Alors, I own you en Californie, bah, c'est pareil, c'est je vous dois quelque chose, donc I owe you, hein, I own you, je vous dois cela. Et en fait, l'État, comme il n'avait plus d'argent, eh bien, il donnait à ses fonctionnaires des crédits. Et ces crédits pouvaient être utilisés ensuite par les fonctionnaires pour payer alors ce dont ils avaient besoin, et ça pouvait être récupéré par la fiscalité, par l'État. Et on voit que c'est exactement le même mécanisme qui réapparaît lorsqu'on a une crise monétaire. C'est-à-dire que l'État, il va donner sa dette, hein, au lieu, comme il ne peut plus payer, il va payer en titre de dette ses fonctionnaires, et il va la récupérer par la fiscalité, et les fonctionnaires vont payer au marchand, et le marchand va payer par la fiscalité à l'État. Et donc, c'est des mécanismes en fait qui font réémerger la monnaie, comme on l'a vu tout à l'heure dans les sociétés, dans les États de l'Antiquité. En fait, ce qu'il faut comprendre, ce que permet de comprendre ces crises monétaires, c'est que la caractéristique première de la monnaie, c'est sa liquidité. Et ça veut dire une chose très simple. C'est qu'une monnaie doit être acceptée en guise de paiement. C'est ça que ça veut dire la liquidité. En fait, la liquidité, c'est un terme économique qui dit que quand vous avez une marchandise, vous pouvez plus ou moins facilement l'échanger. Par exemple, si vous avez une voiture, bah, c'est difficile à vendre une voiture. Pourquoi? Parce que les voitures peuvent avoir des qualités différentes. Une voiture d'occasion, elle peut avoir des défauts. Sa valeur, évidemment, vous avez une cote, mais c'est jamais la valeur exacte de votre voiture parce qu'elle a une vie unique. Donc, une voiture, c'est difficile à revendre, c'est difficile à transformer en monnaie, alors que justement, la monnaie, par définition, eh bien, elle est l'outil le plus liquide possible. C'est-à-dire qu'il est obligé pour un commerçant d'accepter la monnaie en guise d'échange. Et c'est ça sa caractéristique première. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas ne pas pouvoir l'utiliser dans une transaction. Et donc, ça veut dire que la liquidité de la monnaie, elle est infinie. C'est-à-dire il est interdit de la refuser en guise de paiement. Donc, ça veut dire que, bah, du coup, elle est liquide. Et ça, en fait, pourquoi est-ce que la monnaie est liquide? Bah, parce que l'État fait des lois pour imposer l'usage de sa monnaie sur son territoire. Et donc, c'est ça la caractéristique première de la monnaie, en fait, c'est qu'on ne peut pas la refuser en guise de paiement, alors qu'on peut refuser d'acheter une voiture ou de payer en voiture, ou d'être payé en n'importe quoi d'ailleurs, hein, en fruits ou en tout ce que vous voulez. La seule chose qui permet le paiement, qui est obligatoire d'être accepté, c'est la monnaie. Et c'est ça qui caractérise. Et on voit bien ici que c'est l'État qui organise la liquidité de sa propre monnaie. Par exemple, si vous voulez payer en dollars en France, eh bien, ça sera refusé parce que ce n'est pas la monnaie qui a le cours légal. Euh, alors, le problème, c'est que du coup, ça veut dire que l'État et la monnaie, encore une fois, sont deux choses complètement imbriquées. Alors, voilà, je vous raconte ça pour cette histoire, pour vous faire comprendre que non, la monnaie n'a jamais émergé spontanément de la société. La monnaie a toujours été une institution publique. Et j'y reviendrai parce qu'il y a des questions sur pourquoi dit-on que la monnaie est un bien public. Ben, c'est pour cette raison. C'est que la monnaie, ce n'est pas un bien commun, c'est pas quelque chose qui émerge de la société, quelque chose qui a toujours été créé par l'État. Il n'existe pas dans l'histoire de monnaie non étatique, en fait. Enfin, bon, il existe aujourd'hui des monnaies non étatiques, mais structurellement, les monnaies ont toujours été imposées par l'État. Et lorsqu'il existe des monnaies complémentaires, on va y revenir, ça peut exister des monnaies associatives. Ce ne sont pas des monnaies qui sont justement liquides. C'est-à-dire on peut les refuser. Et donc, dans ce cas-là, bah, ce ne sont pas des véritables monnaies, puisque ce qui caractérise la monnaie, c'est qu'on ne peut pas la refuser. Bref, je vais y revenir, mais donc l'État, il est au cœur de la création de la monnaie, enfin de l'émission de la monnaie, mais en revanche, il ne peut pas dire à combien on accepte la monnaie. C'est-à-dire qu'il peut obliger les gens à accepter la monnaie, mais il ne peut pas garantir que la monnaie sera, par exemple, qu'une baguette de pain vaudra toujours 1 euro. Ça, il ne peut pas le garantir. C'est-à-dire que la conversion de la monnaie en marchandise réelle, eh bien ça, c'est la société, c'est l'économie qui va le décider. Et ça veut dire qu'en fait, il ne contrôle pas l'inflation. C'est ça que ça veut dire. C'est qu'en gros, si demain, la baguette de pain vaut 2 euros, parce qu'aucun boulanger n'accepte de vendre sa baguette de pain en dessous de 2 euros, eh bien ça, l'État ne peut pas faire. C'est-à-dire il peut dire au boulanger qui refuse des euros, eh bien, c'est illégal, vous devez les accepter. Donc, il peut imposer l'usage de sa monnaie, mais il ne peut pas imposer le taux de conversion de la monnaie en marchandise réelle. Euh, alors, l'État ne peut pas, encore une fois, il peut imposer le fait que la monnaie soit un paiement, mais bien sûr, il ne peut pas interdire d'autres formes de paiement. C'est-à-dire que si j'accepte, je suis obligé d'accepter l'euro, mais si j'ai envie d'accepter le dollar, j'ai le droit.
Enfin, je peux vouloir accepter le dollar. En tout cas, traditionnellement. Aujourd'hui, en France, c'est plus compliqué, mais peu importe. On va pas rentrer dans les détails. Je peux vouloir faire du troc, par exemple. Ça, c'est pas interdit. Donc, faire du troc, c'est payer en nature, en quelque sorte. Et ça, l'État ne peut pas l'interdire. En fait, on peut considérer qu'une société peut être plus ou moins monétarisée. C'est-à-dire que dans les sociétés traditionnelles, avant le capitalisme, eh bien, il y avait des sphères dans lesquelles la monnaie était absolument nécessaire pour tout échange, et puis il y avait des sphères où il n'y avait pas de monnaie. Au XVIIIe siècle, dans les petits villages d'Auvergne, les gens échangeaient, mais je pense qu'il y en avait très peu qui avaient déjà vu une pièce de monnaie en fait dans leur vie, parce que les échanges se faisaient au sein du village de la manière dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire par des systèmes de dons et de contre-dons. Et donc, il n'y avait pas forcément accès à la monnaie. Et en fait, une société va se monétariser progressivement. Au départ, la monnaie va circuler chez les élites, chez les soldats, bien sûr, parce que c'est au cœur du processus, dans les marchands, par la fiscalité. Donc, il va y avoir, bien sûr, dans toutes les sociétés traditionnelles monétarisées, il va y avoir de la monnaie qui va circuler, mais il va y avoir des pans de la société où il n'y aura pas de monnaie, où il n'y aura pas d'accès à la monnaie, parce qu'il n'y a pas de fiscalité, parce que on va donner une partie de sa récolte hein, en tant que paysan auvergnat on va donner la dîme à l'église, on va donner une partie de sa récolte à son seigneur. Et en fait, on va tout payer en nature. Donc, du coup, il n'y a pas d'échange monétaire dans ce type de société. Et en fait, ça, on a du mal à le percevoir. Les historiens ont un peu du mal à savoir comment les paiements se faisaient dans ces types de sociétés. Parce qu'en général, on n'écrit pas, donc il n'y a pas de contrat écrit. Il y a parfois des bâtons de taille où on calcule les dettes. Et parfois, on calcule les dettes en monnaie. Mais ça ne veut pas dire que la monnaie, en tant que bien, en tant que monnaie physique, est utilisée. Très souvent, on calcule la valeur des choses qu'on s'échange en unités monétaires, mais en fait, les opérations d'échange se font sans monnaie. Bref, je pourrais y revenir si vous voulez, c'est passionnant ces histoires, mais je ne vais pas développer trop, sauf si vous avez des questions. Ce que je veux dire simplement, c'est que l'État, il peut pousser l'usage de sa monnaie. Et il peut aller jusqu'à obliger, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un salarié, vous devez lui verser son salaire en monnaie, bien sûr, mais pas en liquide. Sur son compte bancaire, on a l'obligation d'utiliser maintenant des paiements par transaction de monnaie scripturale. Et en fait, on a une monétarisation de la société qui est en fait concomitante au capitalisme. Et là aussi, si vous voulez, on en discutera un peu plus longtemps, mais les politiques publiques favorisent ou non la monétarisation. On peut, de la même façon, imposer l'usage de sa monnaie à l'échelle internationale. C'est-à-dire, j'ai vu qu'il y avait une question, je vais regarder tout à l'heure, parce qu'on va terminer ce chapitre-là. Euh, Aujourd'hui, euh, si on veut acheter du pétrole, on doit le payer en dollars. Et ça, c'est bien sûr ça a une importance dans la capacité, dans la force du dollar. Et de la même façon, dans l'histoire, on a toujours eu ce genre de choses. C'est-à-dire que on peut avoir un impérialisme monétaire. La Grèce antique, Athènes en particulier, imposait à ses colonies le paiement d'un tribut en monnaie. Hein, le tribut, c'est ce qu'on doit payer à son suzerain, hein, simplement, pour être protégé par ce suzerain. Et donc les colonies pouvaient payer en nature, hein, avec des bœufs, du blé, etc. Mais en fait, dans la société grecque antique, on demandait de payer en monnaie. Et ça mettait Athènes au cœur du système économique, parce que si vous voulez payer en monnaie athénienne, ben, il faut vendre des choses aux Athéniens, et donc vous devez commercer prioritairement avec Athènes, et donc vous devez délaisser vos partenaires commerciaux traditionnels, parce que vous ne pouvez pas payer le tribut si vous n'avez pas accès à la monnaie. Et donc en fait, il y a des mécanismes exactement comme tout à l'heure, où Athènes émet de la monnaie, elle est la seule, elle a le monopole sur l'émission de la monnaie, elle demande à ses colonies de payer un tribut dans la monnaie qu'elle a émise, mais bien sûr, ils n'ont pas accès à cette monnaie, donc ils sont obligés de vendre leurs marchandises réelles en monnaie, et ils acquièrent cette monnaie, et ensuite ils repayent la monnaie à Athènes, et ainsi le cycle oblige les colonies à commercer prioritairement avec Athènes. Donc c'est une grande force pour Athènes de faire payer le tribut en sa propre monnaie. Mais en fait, dans les mécanismes contemporains, dans le fait que le dollar soit la monnaie de réserve internationale, la monnaie de paiement surtout internationale, fait que si on veut acheter du pétrole, on est obligé d'accéder au dollar. Et donc pour ça, il faut qu'on commerce avec les États-Unis, il faut qu'on trouve un moyen d'avoir du dollar. Donc ça met les États-Unis au cœur de l'économie mondiale. Hein, donc je vous dis ça parce que évidemment, le fait d'avoir sa monnaie qui est utilisée dans les transactions internationales, c'est extrêmement important pour un pays. Alors, il y avait une question. euh,
Je vais voir, voilà, la question qui était là. Euh, Au Moyen Âge, il y a bien des seigneurs qui battent monnaie. À quoi sert-elle? En fait, plus ou moins, parce que bon, au Moyen Âge, il y a différents moments du Moyen Âge, mais le principe de la monarchie, enfin de la manière euh, la, dont l'État s'est affirmé progressivement dans l'histoire, eh bien, c'est justement d'interdire aux seigneurs d'avoir leur propre armée, d'avoir leur propre monnaie. C'est-à-dire que l'autorité de l'État s'est construite en fait en rassemblant les leviers du pouvoir économique et militaire. Et la justice aussi, hein. C'est-à-dire qu'on va imposer un même norme judiciaire à ses vassaux. Voilà, donc ça arrive progressivement au cours du Moyen Âge. Euh, Maintenant, bien qu'on a vu l'origine de la monnaie, je voudrais qu'on revienne sur ce que permet la monnaie et en quoi est-ce qu'elle change dans l'économie. Alors en fait, la monnaie, c'est un outil qui est très intéressant parce que, comme je l'ai dit, il est émis par une autorité centrale, par l'État. Alors on va voir qu'en Europe, bah, l'État, c'est la BCE, donc ça pose aussi plein de questions, mais je vous ouvrirai ça en dernière partie. Et donc la monnaie, c'est bien un bien public. Je veux dire par là que public, pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est émis par l'État. Hein, on distingue souvent les biens communs des biens publics. Les biens communs, c'est ce qui est émis et géré par la société dans son ensemble. Alors qu'un bien public, c'est quelque chose qui est décidé par l'État hein, en tant que institution. Et donc, la monnaie, c'est pour le coup complètement un bien public, c'est pas un bien commun, ça émerge pas de la société, c'est imposé par l'État. Mais c'est utilisé de manière totalement individuelle. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que vous pouvez en faire ce que vous voulez de la monnaie. L'État, il émet la monnaie, mais ensuite, bah, elle vous appartient. Elle vous appartient, vous l'utilisez comme vous voulez. Et donc, elle peut être appropriée individuellement tout en étant émise par l'État. Et ça, c'est très différent des autres biens publics. En général, un bien public, bah, on n'en fait pas ce qu'on veut. Je veux dire, la préfecture d'Angers, je ne peux pas décider de me l'approprier individuellement, hein, parce que bah, non, elle appartient à l'État, en fait. Et la monnaie, c'est paradoxalement quelque chose qui est émis par l'État, mais l'État vous laisse faire tout ce que vous voulez avec. Alors bien sûr, il va ensuite, bien sûr, la taxer et il va imposer son usage, mais il n'impose pas la manière dont elle sera dépensée. Bien sûr, heureusement, quand vous avez de la monnaie, vous avez la liberté de dépenser comme vous voulez. Et donc, ça a une conséquence très importante. La monnaie, c'est que ça fait émerger des prix. Pourquoi? Parce que, en fait, quand on a des transactions, imaginez qu'on a des transactions sous forme de potlatch, hein, comme j'ai dit, des dons contre dons, bon, il n'y a jamais d'égalité parfaite, on ne peut pas quantifier la valeur des choses parce que finalement, on n'a pas de référentiel commun pour quantifier. Alors que quand on a des transactions marchandes, donc monétaires, eh bien là, on sait, si on a acheté ce smartphone pour 500 euros, eh bien, si cette transaction se passe au vu de tout le monde, hein, parce qu'en général, le principe du marché, c'est que c'est un lieu public, donc les gens voient ce que les uns et les autres achètent et à combien ils l'achètent. Et donc, forcément, bah, si moi, je veux acheter le même smartphone, bah, je vais être content si je l'achète à 490 et je vais être mécontent si je l'achète à 510 puisqu'il s'est vendu à 500 tout à l'heure. Et donc, ça crée une référence commune. Et donc, ça permet de comparer les transactions et ça fait émerger comme ça des prix. C'est-à-dire qu'en fait, on pense toujours quand on négocie avec un marchand qu'on négocie de manière individuelle, mais en fait, on négocie jamais de manière individuelle. On a toujours une référence de prix et cette référence de prix, elle est donnée par la société, elle est donnée par le marché, par les transactions qui ont lieu auparavant. Ce qu'on appelle le cours. Hein, le cours, c'est la dernière d'une marchandise, c'est la valeur de cette marchandise lors de la dernière transaction connue. Voilà, donc ça influence beaucoup les transactions individuelles. Donc en fait, on a l'impression qu'on est libre individuellement d'utiliser la monnaie comme on veut, mais en fait, la manière dont on va acheter des choses ou on va vendre des choses, eh bien, c'est social, c'est décidé par le marché. Et d'ailleurs, si vous-même vous voulez vendre votre voiture, ben, en fait, en réalité, vous n'avez aucune idée du prix de votre voiture. Vous ne le savez que si vous allez sur le Bon Coin ou vous regardez la cote Argus, et là, on vous donne une norme, et là, vous dites, ah bah tiens, très bien. Au départ, vous étiez prêt à la vendre 3 000 euros, puis vous voyez sur Argus que, en fait, votre voiture, elle vaut 5 000. Ah, du coup, vous allez penser que si vous la vendez 4 500, vous faites une mauvaise affaire. Mais si vous n'avez pas eu l'information sur l'Argus, bah, vous serez peut-être très content de la vendre vos 3 000. Et voilà, l'idée que, en fait, ce que fait la monnaie, c'est qu'elle donne des valeurs aux choses. Et ça, c'est quelque chose qui est social. Euh, la monnaie s'accumule. C'est aussi un autre aspect de la monnaie qui est intéressant. Et quand on accumule de la monnaie, on accumule du pouvoir d'achat. La capacité en fait, à dépenser cette monnaie, c'est en fait la capacité à faire travailler les autres pour soi. C'est-à-dire que si moi j'ai 100 euros, je pourrais
m'offrir un restaurant, peut-être un petit hôtel pas très cher. Et donc, je peux demander à la société en général, et c'est ça que ça veut dire de détenir la monnaie, je peux demander à la société de me donner des choses. Et j'ai le droit d'exiger ces choses, en fait, hein. Je veux dire qu'on n'a pas le droit de refuser un repas si je peux payer le repas, hein. Le vendeur, il n'a pas le droit de refuser, comme je dis, il n'a pas le droit de refuser la monnaie, donc il n'a pas le droit de refuser un client. Et donc ça crée aussi une incitation à accumuler de la monnaie. C'est-à-dire que les gens, ils ont envie d'accumuler de la monnaie parce qu'ils savent qu'ils accumulent du pouvoir sur la société en accumulant de la monnaie. Et donc, ça a un effet concret. C'est-à-dire que si tout le monde veut accumuler de la monnaie, comment fait-on pour accumuler de la monnaie? Bah, il faut qu'on vende quelque chose. Par exemple, sa force de travail. Ah bah, tiens, je suis salarié, je vends ma force de travail. En échange, je récupère de la monnaie, donc un salaire. Et moi, mon objectif, c'est d'accumuler de la monnaie pour accumuler du pouvoir sur la société. Et donc, je vais épargner. C'est-à-dire que je vais, si j'ai 3 000 euros par mois, bah, je vais dépenser 2 000 euros. Et puis, je vais épargner 1 000 euros tous les mois. Et au fur et à mesure, bah, je vais comme ça accumuler du pouvoir sur la société. Je vais pouvoir ainsi, à un moment donné dans ma vie, exiger que, enfin, on me rétribue pour tout ce que j'ai épargné. Et ça, c'est une logique parfaitement naturelle. Mais si tout le monde se met à faire ça, vous comprenez le problème. Si tout le monde se met en gros, à vendre 3 000 et à acheter pour 2 000, eh bien, il y a un souci. C'est-à-dire qu'en fait, à l'échelle macroéconomique, ça ne peut pas fonctionner. En fait, toute transaction a deux faces. Tout achat pour les uns est une vente pour les autres. Et donc, si les gens veulent vendre plus, si tout le monde veut vendre plus qu'acheter pour épargner, parce que c'est la seule manière d'épargner, eh bien, on se trouve face à un déséquilibre qui n'est pas réalisable. Et donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, et là, on va revenir à la question de la dette, c'est que pour accumuler de la monnaie, pour qu'un individu accumule de la monnaie, mécaniquement, il faut qu'un autre individu, lui, accumule de la dette. C'est-à-dire que il faut que toute la monnaie accumulée quelque part trouve sa contrepartie dans des gens qui, eux, s'endettent. Et ça veut dire que toute la monnaie accumulée, par définition, et j'ai même pas eu besoin de vous parler de création monétaire ici, hein, c'est juste le principe que plus on va accumuler de l'épargne, plus il va y avoir des gens qui vont accumuler de la dette, de manière à ce que finalement, bah, l'égalité vente égale achat, nombre de ventes égale nombre d'achats, ce qui est une égalité structurelle, soit toujours valide. Et donc, vous voyez aussi ici le problème, c'est que si chacun cherche à vendre plus qu'il n'achète, eh bien, ça va expliquer pourquoi est-ce que c'est difficile de vendre. C'est-à-dire qu'en fait, personne n'a envie d'être endetté, tout le monde a envie d'avoir de l'épargne, et or, à la fin, c'est un peu le jeu de chaises musicales, à la fin, il y aura toujours des endettés et toujours des épargnants, hein, à moins que les gens arrêtent de vouloir épargner, ou dans ce cas-là, il y aurait plus de dettes, mais il y aurait plus non plus d'épargne. Mais si on accumule de l'épargne, il faut qu'il y ait des gens qui sont endettés, il faut qu'il y ait des gens qui sont dans une situation de vulnérabilité sociale, parce que ça veut dire que eux doivent des choses aux autres, alors que quand on accumule de l'épargne, c'est les autres qui me doivent des choses. Et donc, ça veut dire que structurellement, ce sera toujours plus difficile dans une économie monétaire de vendre que d'acheter. D'où le fait qu'on a des vendeurs professionnels, mais on n'a pas tant que ça d'acheteurs professionnels. Même si, en fait, dans la réalité, il y a aussi des acheteurs professionnels, mais ça, c'est une autre histoire. Mais globalement, quand vous êtes un consommateur, bah, vous êtes le roi du monde dans une société monétarisée. Vous allez dans un magasin, alors vous pouvez acheter, et c'est très facile. Par contre, si vous voulez vendre votre force de travail ou n'importe quoi, bah là, ça demande plus de travail et c'est plus compliqué. Parce que la nature même de la monnaie fait que les gens ils vont chercher à accumuler de la monnaie et de l'épargne, mais pour ça, bah, voilà, il y a un souci, c'est qu'il faut plus vendre que d'acheter, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui vont se retrouver à acheter plus qu'ils ne vendent. Dans une société totalement monétarisée, qui est exactement la société d'aujourd'hui, hein, voilà, sans monnaie, on ne peut rien faire, absolument rien. Alors, toutes les marchandises, quasiment toute la richesse qu'on peut obtenir, on l'obtient par l'achat. Et ça, c'est un énorme problème, en fait. C'est un problème social, ce qui veut dire que dans ces sociétés monétarisées, l'accès à la société, euh, l'existence sociale est déterminée par sa capacité à détenir de la monnaie. Et dans ce cas-là, très souvent, celui qui n'a pas de monnaie, il est en situation de vulnérabilité, de faiblesse, et donc il est sous l'emprise de la seule personne qui peut l'aider, c'est de son créancier. Puisque le créancier, lui, va prêter de l'argent, et puisqu'il en dispose, et il va prêter de l'argent à une quelle personne qui a absolument besoin d'argent pour pouvoir vivre simplement et participer à la vie sociale. Et donc là, ça va créer quelque chose qui est structurel dans toutes les sociétés monétarisées, c'est l'usure. L'usure, qui est un crédit créé dans un rapport de force inégalitaire, où le créancier a toute la force et le débiteur, lui, n'a aucune force. Et donc, c'est pour cette raison que les sociétés monétarisées doivent contrôler l'usure. Et c'est la raison pour laquelle il existe ce qu'on appelle un taux d'usure, c'est-à-dire un taux d'intérêt
au-delà duquel il est interdit d'accorder un crédit. Et ça va dépendre, alors c'est la Banque centrale, la Banque de France qui détermine le taux d'usure, et ça va bien sûr dépendre des natures des crédits, hein. C'est-à-dire qu'un crédit immobilier aura un taux d'usure beaucoup plus faible qu'un crédit à la consommation ou des agios, un crédit à court terme. Et les agios sont très proches du taux d'usure, hein. C'est-à-dire que c'est le dernier taux légal qu'on peut avoir auprès d'un client. Voilà, donc c'est ce qui est marqué ici. Dans une économie entièrement monétarisée, l'usure naît du rapport de force entre ceux qui accumulent la monnaie et ceux qui en sont dépourvus. Bon, ouais, je dois avancer, mais là aussi, un autre élément important de la monnaie, c'est qu'elle organise une hiérarchie à la fois économique, mais bien sûr sociale. Puisque en fait, bah, il y a des marchandises qui valent beaucoup d'argent, donc une grande valeur, et c'est la monnaie qui détermine la valeur des choses, hein. C'est comme ça qu'on quantifie la valeur des choses. Euh, et des marchandises donc qui valent pas grand-chose. Et de la même façon, elle va hiérarchiser les individus. C'est pas pour rien qu'on a chaque année Forbes qui établit les fortunes, hein, des gens, les hommes, souvent des hommes les plus riches du monde. Eh bien, c'est très simple. Il monétarise, il détermine en monnaie la valeur du patrimoine d'Elon Musk ou d'autres, euh, Bernard Arnault et tout ça. Et donc, c'est la monnaie qui permet de comparer les choses. Parce que si on devait regarder la fortune d'Elon Musk, non pas en monnaie, mais en réel, c'est-à-dire en physique, ah bah, combien de maisons il a, combien d'actions de Tesla il possède, combien de voitures il possède, bah, en fait, on ne pourrait pas identifier quoi que ce soit, on ne pourrait rien comparer. Et en fait, la monnaie, c'est ça qui est important, c'est que c'est une norme sociale. C'est-à-dire que ça quantifie la valeur des choses, la valeur des gens, la valeur des salaires détermine finalement si vous êtes plus ou moins bien respecté dans la société. On parle toujours du fait qu'il faut améliorer l'attractivité du métier de professeur. Et les profs disent toujours, bah, payez-nous plus. Et ils ont raison. Parce qu'en fait, la valeur d'un métier, bah, c'est combien on le paye dans une société monétarisée. Et bien sûr que toutes les valeurs ne sont pas en monnaie. Et c'est là où il y a d'ailleurs quelque chose qui est assez paradoxal dans notre société, euh, c'est qu'on parle de la valeur comme quelque chose qui est quantifié monétairement, mais on parle des valeurs comme tout ce qui n'est justement pas monétaire. C'est-à-dire les valeurs qu'on peut avoir quand on appartient à un parti politique ou quand on fait quelque chose d'une action sociale. Et, euh, et donc c'est intéressant de voir que finalement, on est obligé de dissocier ce qui est de l'ordre du marchand, du monétaire, du quantifiable, de ce qui est de l'ordre du social, du non monétaire, du non marchand. Et très souvent, on a tendance à accorder à la fois plus d'importance symbolique à ce qui n'est pas marchand, les valeurs apparaissent souvent comme plus importantes que la valeur, et en même temps, on ne peut pas considérer qu'une personne a beaucoup de valeur dans la société si on la paye très mal. Et c'est tout le problème. Et d'ailleurs, il y a des choses qui sont extrêmement bizarres, c'est que parfois les métiers qui sont le plus valorisés socialement sont les métiers qui sont les moins bien payés. Comme si on pouvait compenser la faiblesse de la valeur avec plus de valeur avec un S. Exemple, les métiers de prof, d'infirmier, les métiers dans la santé, les aides-soignantes, etc., sont souvent très mal payés, mais elles ont un métier qui a du sens, alors que finalement, les traders sur les marchés financiers, ils ont un métier qui n'a pas de sens, pas de valeur avec un S, mais du coup, il est très bien payé. Alors bien sûr, les choses sont plus compliquées que ça, mais c'est assez paradoxal de voir que on se dissocie nous-mêmes. Et d'ailleurs, finalement, si j'allais jusqu'au bout de la caricature, euh, qu'est-ce qu'il y a de plus de valeur? C'est la famille, en fait, hein. C'est l'amour. C'est voilà, c'est là qu'on a des choses, les sentiments les plus forts. Mais bien sûr, le sentiment amoureux, par exemple, n'accepte pas de paiement. C'est-à-dire que si vous aimez la personne, vous n'allez pas lui demander, pas vous faire payer, parce que bah, dans ce cas-là, vous serez plutôt du côté des prostituées et donc vous serez au fond, au fin fond des valeurs morales, parce que vous avez échangé en fait, en gros votre valeur, euh, comment dire, morale contre une valeur pécuniaire. Et donc, cette dissociation qu'on a dans nos sociétés actuelles entre ce qui est des valeurs normatives d'un côté et ce qui est des valeurs pécuniaires de l'autre, est au cœur de notre fonctionnement social. Et c'est la raison pour laquelle on va dissocier d'ailleurs notre fonction productrice, économique, hein, notre métier, de notre vie personnelle, hein. On parle de vie personnelle, de métier, on distingue souvent les deux sphères et on essaie de pas trop les mélanger parce que elles appartiennent pas aux mêmes unités de valeur. Bref, je vais peut-être un peu trop loin, c'est un peu presque de la philosophie.
mais je pense c'est important de noter que, en fait, la monnaie, eh bien, elle réorganise l'ensemble des valeurs sociales, et donc elle a un impact très important, et en même temps, elle n'atteint pas tout. C'est-à-dire qu'il y a des sphères privées qui continuent de persister, des dons gratuits qu'on fait les uns aux autres. On ne prend pas tout dans la question marchande, parce qu'au cœur de nos sociétés, on a des valeurs non monétaires qui sont extrêmement importantes. Bien, alors voilà, je vous ai fait un peu de la philo, hein, un philo de la monnaie, mais je pense que c'est très important. Et je voudrais maintenant développer les différentes formes de monnaie dans l'histoire, et puis ensuite je vais vous parler de la création monétaire, et puis enfin je parlerai des théories monétaires qui existent aujourd'hui, qui sont débattues au cœur de la politique. Alors, différentes formes de monnaie, alors je vais passer vite sur cette première forme de monnaie, parce qu'en fait ce n'est pas vraiment de la monnaie, mais dans les sociétés traditionnelles, dans les sociétés justement qui ne sont pas monétarisées, il peut exister de la monnaie. Mais c'est une monnaie particulière, ce qu'on appelle une monnaie sociale, une monnaie symbolique. Et en fait, ces monnaies dans ces sociétés-là, elles sont bien développées par justement Graeber dans cet ouvrage. Il nous dit que dans les sociétés traditionnelles, certaines sociétés traditionnelles, pas toutes, il existe des monnaies qui sont là pour réorganiser les rapports sociaux. Alors, en fait, ce sont des monnaies qui n'achètent rien. Elles symbolisent les relations qu'on a les uns avec les autres. Ça peut être des monnaies politiques, par exemple, où on va donner, acquérir de la monnaie qui va être symboliquement représenter notre force politique, où on va, par exemple, donner des monnaies qui vont réparer des dommages qu'on a causés à autrui. Mais en fait, il faut comprendre que ces monnaies n'achètent rien. C'est-à-dire qu'on a totalement dissocié. En fait, c'est un peu comme du potlatch. Tout à l'heure, je vous parlais des dons contre dons, mais institutionnalisé à l'échelle de la société, où cette fois-ci, on ne va pas donner des marchandises pour créer des liens sociaux. On va donner directement des formes de monnaie, ça veut dire des bâtons de laiton ou des étoffes, qui vont avoir cet aspect monétaire parce que ce sont des monnaies symboliques qui sont gardées précieusement et qui déterminent les rapports sociaux qu'on a les uns avec les autres. Alors, voilà, donc ces monnaies-là ne sont pas des monnaies parce qu'elles n'ont pas de liquidité, elles ne sont pas utilisables pour acheter des objets, elles sont juste utilisables pour réorganiser les relations sociales. Alors, si je dis quand même une chose ici, si vous connaissez la dot, le principe de la dot. Le principe de la dot, alors il peut y avoir deux formes de dot, hein. Il y a la dot que la famille du mari offre à la femme qui vient, ou à la famille de la femme. Et puis il y a aussi la dot que la famille de la femme donne à la famille du mari. Bon, c'est deux formes de dot différentes, mais en fait, il faut comprendre une chose, c'est que ces dots, elles sont l'expression contemporaine, même si elles existent quasiment plus, mais elles existent encore dans certaines sociétés, de ces formes-là. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, ces monnaies, cette monnaie qui était échangée lors des mariages, n'était pas une monnaie qui avait du pouvoir d'achat. C'est pas de la monnaie, en fait. C'était de la monnaie symbolique. Ça permettait de dire, ben voilà, moi, je vous compense, je vous dédommage parce que je vais accueillir votre fille dans ma famille. Donc, vous allez perdre votre fille de ce point de vue-là. Et donc, je vous dédommage en vous donnant une dot symbolique. Et en fait, c'est pas du tout un achat de femme. C'est une forme de compensation symbolique qui émergent, en fait, qui sont l'un des éléments qui permettent, qui viennent de ces monnaies sociales, ces monnaies non monétaires, en fait, c'est-à-dire qui n'ont pas de pouvoir d'achat. Bref, ça, c'est pas une monnaie qu'on va retrouver évidemment dans les sociétés monétarisées contemporaines, capitalistes. Ce qu'on va retrouver, c'est d'autres formes de monnaie. Alors, une forme plus archaïque de monnaie, bien sûr, c'est la monnaie marchandise. On appelle ça la monnaie marchandise parce que c'est une monnaie euh, euh, comment dire, qui inclut une marchandise, de l'or ou de l'argent ou du bronze. Et donc, elles vont servir à payer, cette fois-ci, les transactions. Elles vont surtout servir dans le cadre du paiement de l'impôt, c'est-à-dire qu'elles vont être toujours émises par l'État. Il faut comprendre que ces monnaies-là, ces monnaies marchandises, ont une valeur réelle supérieure à la valeur de la marchandise qu'elles contiennent, parce que justement, elles sont émises par l'État, et c'est pour ça qu'on la grave. Hein, c'est pas juste pour montrer la valeur en or, en argent qu'elles contiennent, c'est parce que, en fait, c'est pour dire seules ces monnaies-là sont acceptées par l'État, et donc elles ont une valeur supérieure à la contenance en or et en argent, la plupart du temps. Alors, la monnaie qu'on va utiliser le plus aujourd'hui, c'est la monnaie scripturale, et je vais directement ici la monnaie fiduciaire. Alors, la monnaie fiduciaire, bah, vous savez, en fait, c'est de l'argent papier. C'est le billet de banque, la pièce de monnaie, hein, une pièce de monnaie qui a une valeur intrinsèque négligeable, hein. C'est-à-dire qu'en fait, elle ne vaut pas grand-chose à produire. Et de la même façon, le papier monnaie, en fait, un, un billet de 200 euros vaut beaucoup plus qu'un billet de 5 euros, mais son coût de production est pratiquement le même. Et en fait, ce qui est au cœur de cette monnaie, c'est justement le fait qu'il s'agit
d'une monnaie émise par une banque centrale, aujourd'hui la BCE, et qui représente en fait un crédit. Donc c'est aussi une forme de dette à l'origine, puisqu'à l'origine elles ont été émises pour représenter de l'or physique qui avait été déposé dans une banque. Donc en fait, on donnait un reçu à la personne qui avait déposé de l'or en papier-monnaie, et en fait, à tout moment, on pouvait échanger ce papier-monnaie contre de l'or. Et donc c'est comme ça que ces monnaies sont apparues. C'est-à-dire qu'elles étaient l'équivalent de l'or, elles étaient échangeables en or, hein. C'était le principe de la convertibilité des monnaies, le principe qui a été abandonné en 76 par les accords de la Jamaïque, parce que le dollar a été convertible en or, et depuis, plus aucune monnaie n'est convertible en or, mais le papier-monnaie a subsisté. Si vous voulez, je reviendrai sur cette histoire-là. Euh, mais la dernière forme de monnaie, bah, c'est celle qu'on utilise le plus aujourd'hui, c'est la monnaie scripturale, c'est-à-dire la monnaie bancaire. Le fait qu'on va payer de compte à compte par des chèques, par des cartes de crédit, par des smartphones avec le truc NF machin là. Et dans ce cas-là, bah, c'est juste des transactions qui sont faites de compte à compte, qui représentent en fait rien, c'est-à-dire rien de physique. Il y a même pas besoin. On peut convertir cette monnaie en papier-monnaie dans un distributeur, mais en fait, la plupart du temps, on ne convertit pas cette monnaie, on la laisse comme ça. Et je vais y venir sur comment elle fonctionne et comment elle est créée. Voilà. Je vous l'avais prévu, c'est un peu de danse. Je suis désolé, mais vous prendrez ce que vous voulez. Si jamais on a accès à la vidéo, vous pouvez revoir les passages qui vous intéressent. Et par ailleurs, je ne vais pas jusqu'au fond des explications parce que sinon, on ferait un cours de 20 heures. Mais je ne veux pas faire une séance sur la monnaie sans vous expliquer les mécanismes de création monétaire. Comment la monnaie apparaît dans l'économie aujourd'hui? Pour comprendre ça, eh bien, je vous propose de commencer par le bas de l'économie, c'est-à-dire par ce qui permet, alors je ne sais pas si on voit mon pointeur laser, non, si, peut-être là. Voilà, pointeur laser ici. Voilà, comme ça, je peux. Donc, ici, le bas, c'est quoi? Bah, c'est ce qu'on appelle l'économie réelle. Alors là aussi, je ne l'ai pas dit au tout début, mais tout début, je vous ai dit, souvenez-vous, il faut distinguer la monnaie de la richesse. La richesse, c'est les biens et les marchandises, les produits, les biens et les services, pardon, qu'on peut acheter, dont on peut bénéficier, même quand on les achète pas, par exemple sous la forme de services publics. Et la monnaie, c'est ce qui permet, dans un cadre marchand, d'accéder à cette richesse. Et donc, je pense qu'il faut toujours commencer l'économie sans la monnaie, en regardant simplement comment l'économie fonctionne. Imaginons qu'on n'a pas de monnaie, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a des entreprises qui produisent, on a des ménages qui consomment, qui vendent leur force de travail, on a des administrations publiques qui produisent des services publics. Et ça, en fait, ça pourrait tout à fait fonctionner. D'ailleurs, c'est une question qui m'a été posée. Peut-on avoir une société qui fonctionne sans monnaie? A priori, si on supprimait la monnaie, tant que vous allez au travail et vous travaillez et vous faites votre tâche, tant que vous pouvez, dans la limite du raisonnable, consommer des choses produites par le travail des uns et des autres, eh bien, tout ce qui est fait par la monnaie pourrait tout à fait se faire sans monnaie. Alors que, en fait, si la société était totalement démonétarisée, ça n'empêcherait pas les gens d'aller travailler et de produire des richesses. Le problème, après, c'est comment on répartit ces richesses, puisque la monnaie permet justement d'organiser des règles de répartition. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas acheter plus, vous ne pouvez pas consommer plus que la valeur de ce que vous avez produit. C'est ça que permet la monnaie. Mais donc, on pourrait tout à fait imaginer une société sans monnaie avec des ménages, des administrations publiques et des entreprises. Ce sont les trois grands secteurs de l'économie réelle qui produisent chacun des choses ou qui consomment chacun des choses. Bon, maintenant, on est dans une société avec monnaie, donc on va essayer d'expliquer la création monétaire. Et on va partir donc de ces secteurs institutionnels qu'on appelle en économie, c'est-à-dire les entreprises, les administrations publiques et les ménages. Et en fait, ces agents-là, ces agents économiques, ils ont besoin d'accéder à la monnaie. Donc pour accéder à la monnaie, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vont voir leur banque. Ici, c'est les banques. Alors, je leur ai mis les numéros 1, 2, 3, 4, 5, parce que bien sûr, il y a plusieurs types de banques. Hein, c'est des systèmes en concurrence. Et pour accéder à la monnaie, alors bien sûr, ils ont la monnaie qu'ils possèdent, mais ils veulent plus de monnaie, donc ils manquent de monnaie. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire un crédit bancaire. Ce crédit bancaire, ils peuvent le faire de plein de façons différentes, hein, bien sûr. Ça peut être un prêt à la consommation, ça peut être un crédit immobilier, ça peut être les agios. Hein. Simplement, vous êtes en négatif sur votre compte, et bien du coup, bah, on vous fait crédit en quelque sorte. Parce que être négatif sur son compte, ça veut dire bénéficier d'un crédit de la banque. Ce crédit, il est vendu en fait par la banque au taux de marché, à la demande, bien sûr, des agents économiques. Et donc, finalement, c'est quoi un crédit bancaire? Bah, c'est de la monnaie qui vient de la banque vers les agents économiques. Et en échange de quoi? Parce que, bien sûr, rien n'est gratuit dans la vie, hein, vous le savez.
eh bien, la banque acquiert une créance. Et en fait, là, il faut comprendre ici ce que c'est cette créance. La créance, c'est un titre de créance, donc c'est un titre de dette, mais c'est vu du côté de celui qui reçoit la dette. Euh, la dette, comme la vente, c'est l'inverse de l'achat, c'est-à-dire qu'il y en a un qui vend et l'autre agent qui achète, hein, mais en fait, il y a une seule transaction. Euh, voilà, c'est la même chose, mais vue de deux façons différentes. La dette, c'est vu du point de vue de l'emprunteur, mais la créance, c'est vu du point de vue du créditeur. Mais c'est la même chose. Voilà, donc là, j'ai mis créance, j'aurais pu mettre dette. Voilà, en fait, créance égale dette. Il faut comprendre ça, c'est la même chose. Il n'y a pas de créance d'un côté ou de dette de l'autre, c'est pareil. C'est comme un achat, c'est une vente. Mais c'est pas vu de la même façon. Et là, pourquoi je parle de créance? Parce que je regarde du point de vue de la banque. La banque, elle donne de la monnaie, mais en échange, elle récupère quelque chose qui a de la valeur, c'est la créance, c'est-à-dire la promesse de remboursement de la part des agents économiques. Donc, elle fait évidemment pas ça gratuitement. Alors, le problème d'une banque, c'est qu'il faut qu'elle accède à la monnaie. Et c'est là aussi où je veux tordre le cou à une idée reçue un peu simpliste, ou en tout cas qui, vous allez voir, elle est vraie, mais elle passe sur plein de choses. C'est-à-dire qu'en fait, une banque a besoin d'accéder à la monnaie. Elle a besoin de liquidité. Si elle n'a pas de liquidité dans ses fonds, elle ne peut pas vous prêter de l'argent. Euh, et pourtant, on va voir qu'elle crée de la monnaie. Et ces deux choses ont l'air totalement contradictoires, mais elles ne le sont pas. Croyez-moi, je vais vous expliquer. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la banque, si vous demandez 100 000 euros pour acheter votre maison, elle va accepter de vous prêter 100 000 euros à condition qu'elle possède 100 000 euros dans son compte à la Banque centrale. Et c'est là qu'on va voir apparaître la Banque centrale, c'est-à-dire qu'elle a besoin d'avoir de l'argent dans son compte Banque centrale. Et pour accéder à cet argent, on va voir, elle va elle aussi emprunter à la Banque centrale. Si elle n'a pas d'argent, elle ne peut pas vous prêter de l'argent. Voilà, c'est aussi simple que ça. Du point de vue de la banque individuelle, il n'y a pas de création monétaire, en tout cas de son point de vue à elle. Euh, donc, alors, elle peut avoir de l'argent comment? D'une part, elle peut avoir de l'argent, je l'ai dit, en empruntant à la Banque centrale, mais en fait, ce qu'elle va faire, c'est pas emprunter à la Banque centrale dans l'état du monde normal. Elle va, si elle manque d'argent et que en fait, pourquoi elle vous prête 100 000 euros? Parce que la créance que vous allez lui accorder, ça a de la valeur. Et ensuite, bien sûr, vous allez payer des intérêts. Et donc, c'est comme ça qu'elle gagne de l'argent. Elle vous prête de la monnaie et elle récupère des intérêts sur le crédit qu'elle vous a accordé. Et donc, elle a besoin des 100 000 euros, parce que sinon, vous ne pourrez pas emprunter. Et donc, elle va se tourner vers les autres banques pour emprunter de l'argent à ces banques. C'est ce qu'on appelle le marché interbancaire. C'est-à-dire c'est des prêts à court terme entre les banques. Donc, à tout moment, les banques vont se prêter entre elles pour avoir accès à la monnaie. Donc, ça veut bien dire qu'elles ont besoin d'accéder à la monnaie. J'insiste, elles ne peuvent pas prêter si elles n'ont pas accès à la monnaie. Et en échange de cette monnaie, eh bien, qu'elles vont emprunter, eh bien, elles vont vous la prêter à nouveau, mais bien sûr, elles vont vous la prêter à un taux d'intérêt plus élevé que ce qu'elles ont emprunté. C'est-à-dire qu'en gros, si vous empruntez à 4%, eh bien, il faut qu'elle emprunte à moins de 4%, hein, plutôt à 1 ou 2%. Et en fait, ce taux d'intérêt, il va être déterminé par la Banque centrale, puisque quand toutes les banques ont besoin de monnaie et que plus aucune banque ne veut prêter à une autre banque, eh bien, elles vont recourir à la Banque centrale, c'est sa fonction première. Elle va refinancer le système bancaire. Et pareil, hein, elle va, en échange, récupérer des créances. Mais elle va le faire d'une autre manière que les banques. C'est-à-dire que les banques, vous empruntez auprès de votre banque, eh bien, c'est la créance, c'est un contrat hein, d'endettement que vous faites, et donc la créance, c'est ce contrat en quelque sorte. Mais la Banque centrale, elle n'a pas confiance. Elle ne veut pas prêter à des banques si ces banques peuvent à tout moment faire faillite et du coup ne jamais lui rembourser. La Banque centrale, elle a besoin que les créances qu'elle recueille soient des créances de grande qualité. Et elle accepte de refinancer des banques que si ces banques lui donnent en échange des titres de dette de grande qualité, c'est-à-dire essentiellement des titres de dette publique. C'est-à-dire que la Banque centrale, elle demande aux banques, en échange du refinancement, qu'elles déposent momentanément le temps du crédit. Hein. On parle ici de prêts à court terme, donc à très court terme, à quelques jours. Et donc pendant 3 4 jours, que la durée du prêt, eh bien, elle va récupérer les obligations d'État. Parce que ça, c'est considéré comme sans risque. C'est la raison pour laquelle les obligations publiques sont extrêmement importantes dans le système bancaire et financier. Sans obligations publiques, tout le système plus rien ne fonctionne. C'est-à-dire que y a pas, les obligations publiques représentent les, comment dire, les garanties que vont utiliser
tous les acteurs financiers, en premier lieu la Banque centrale, pour faire des opérations financières, parce que c'est considéré comme des titres sans risque. Euh, Même si il y a des risques en fait, mais c'est considéré comme des titres sans risque. Donc, c'est des titres qu'on utilise en garantie. Et là, ça permet de comprendre que si on n'avait pas de dette publique, il n'y aurait évidemment pas d'obligations publiques qui circuleraient. Le mécanisme bancaire, le système bancaire actuel et tout le système financier ne pourrait pas fonctionner. Hein, en fait, c'est l'huile dans les rouages du système financier, c'est les titres de dette publique. Alors, bien sûr, on a peut-être un peu trop de titres de dette publique aujourd'hui, hein, mais sans cela, on ne peut plus avoir d'opérations de type refinancement où les banques et les systèmes financiers eux-mêmes ne peuvent plus rien faire. Donc, les banques centrales vont refinancer le système bancaire lorsque le système bancaire a besoin d'argent et que plus personne veut prêter ou ne peut prêter entre les banques. Donc là aussi, vous voyez que les banques, elles ont besoin de liquidité. Elles peuvent rien faire sans cette liquidité. C'est la raison pour laquelle elles empruntent auprès de la Banque centrale. Mais alors, du coup, vous allez me dire, mais monsieur, monsieur, c'est pas mes étudiants, pardon. Je fais comme si vous étiez l'émission. Vous allez me dire, David, là, il y a un truc que je comprends pas, c'est que moi, on me dit toujours que les banques créent la monnaie. Et alors là, ce que tu me dis, c'est que les banques ne créent pas de la monnaie. Elles ont besoin d'avoir la monnaie pour prêter. Et en fait, ce qu'on dit est un peu faux. Les banques créent de la monnaie, c'est vrai, mais elles créent de la monnaie tout ensemble, pas individuellement. Et elles ne créent pas de la monnaie à volonté, comme ça, parce qu'elles décident de créer de la monnaie. Elles créent de la monnaie lors du crédit bancaire. Et alors, on va refaire le raisonnement et on va montrer comment la monnaie apparaît du coup. Reprenons notre ménage qui va emprunter de la monnaie. Ce que je n'ai pas dit, c'est que cette monnaie qu'il va emprunter, elle va forcément apparaître dans l'économie. Et elle va apparaître où? En fait, elle ne va pas apparaître en liquide, parce que personne n'emprunte 100 000 euros pour accumuler des billets de banque. Donc, cet argent va apparaître sur le compte du ménage qui a emprunté, ou de l'entreprise qui a emprunté, ou de la collectivité territoriale qui a emprunté. Et ce qui est intéressant, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous avez une banque qui se retrouve avec 100 000 euros de dépôt bancaire, eh bien, ça constitue sa liquidité. Et donc, là, vous comprenez que quand j'ai prêté 100 000 euros, j'ai eu besoin de liquidité pour faire le prêt, mais dès que je prête 100 000 euros, je me retrouve avec 100 000 euros de liquidité. Donc, effectivement, maintenant, il y a 100 000 euros de liquidité en plus qui sont apparus. Alors, vous allez me dire, bah, du coup, elle n'a pas besoin d'emprunter puisque ça réapparaît. Oui, mais attention, le ménage, il a emprunté 100 000 euros pour acheter une maison. Et donc, il va acheter sa maison avec 100 000 euros. Et donc, la banque qui lui a prêté va bien voir sa liquidité baisser de 100 000 euros. Donc, elle va faire apparaître de 100 000 euros de liquidité, mais juste après, le ménage ayant acheté sa maison, ces 100 000 euros vont aller dans le compte de la personne qui va vendre sa maison, et ça ne sera pas la même banque, ça sera une autre banque. Et donc là, il va falloir qu'elle reverse à la banque les 100 000 euros du compte qu'elle a crédité. Et donc, oui, du point de vue individuel de la banque, il est impossible de prêter 100 000 euros si on n'a pas 100 000 euros il va falloir qu'on verse ensuite à la banque de la personne qui a vendu sa maison. Mais à l'échelle de l'ensemble des banques, eh bien, tout ça n'existe plus, puisque en fait, ces 100 000 euros, ils vont bien réapparaître ici dans le marché interbancaire. C'est la raison pour laquelle le système bancaire crée bien 100 000 euros de nouvelles monnaies par cette opération de crédit, mais la banque individuelle, elle a besoin de ces 100 000 euros pour pouvoir reverser les 100 000 euros à la banque qui va vendre, de la personne qui va vendre sa maison. Donc, il faut comprendre que le mécanisme de création monétaire n'existe qu'à l'échelle globale de l'ensemble des banques, pas à l'échelle individuelle de la banque. C'est-à-dire que c'est vrai que les banques créent de la monnaie, mais c'est vrai aussi que les banques individuelles ont besoin de liquidité pour prêter de l'argent. Et c'est la raison pour laquelle, en général, les banques n'ont aucun mal à trouver une autre banque pour se refinancer, puisque, en fait, s'il y a 100 000 euros qui apparaissent en plus dans la masse monétaire, dans l'économie, eh bien, il apparaît bien sur les comptes des banques. Donc, normalement, il n'y aurait pas besoin de banque centrale, en théorie. Les banques centrales ne devraient pas avoir besoin de prêter, puisque toutes les banques peuvent se prêter les unes les autres, puisque, en fait, elles n'ont jamais de problème de liquidité collectivement. Et pourtant, parfois, la Banque centrale a besoin d'intervenir. Et pourquoi elle a besoin d'intervenir? Ben, parce que parfois, les banques ne se prêtent plus. C'est ce qui s'est passé en 2007, pendant la crise du subprime. Les banques n'osaient plus se prêter parce qu'à tout moment, une banque pouvait faire faillite, on ne savait pas laquelle. Et donc, elles ont accumulé des réserves en liquidité, et donc le marché interbancaire a disparu, et donc les banques centrales ont dû refinancer l'ensemble des banques. Mais attention, elles l'ont financé comme je viens de le décrire ici, c'est-à-dire en échange de taux d'intérêt.
Et là, il y a beaucoup de mythes sur ce qui s'est passé pendant la crise 2007. Si vous avez vu la série La Casa des Papel, on vous explique à la fin de la série que finalement, c'est pas grave de voler l'imprimerie nationale qui imprime les billets parce que les banques ont elles-mêmes volé des centaines de milliards d'euros pendant la crise financière. Regardez, on vous fait apparaître les titres des journaux avec la Banque centrale déverse des liquidités massives de 100 000 dollars, de 100 000, 100 millions d'euros, 200 millions d'euros, 30 milliards d'euros, enfin des milliards d'euros au système bancaire. Et là, le mec dit, ben, moi, je vole pas vraiment parce que les banques ont déjà volé. Sauf que, en fait, non. La banque centrale ne donne jamais rien. Elle ne donne pas d'argent. Elle ne crée jamais de monnaie, d'ailleurs. Je vais vous expliquer tout à l'heure. En fait, la banque centrale ne fait que prêter de la monnaie. Et en fait, ce qui n'est pas dit dans ces titres de journaux, c'est que c'est des prêts. C'est pas des dons. Et ces prêts, ils sont remboursés ensuite par les banques. Et effectivement, quand le marché interbancaire se bloquait et que les banques se prêtaient plus entre elles, il fallait bien qu'il y ait une autorité qui prête. Parce que sinon, plus de crédit. Plus de crédit aux ménages, plus de crédit aux entreprises, et donc toute l'économie s'arrête. Donc la Banque centrale, elle a fait son boulot. Elle a prêté, mais elle n'a pas donné. Et c'est pas du tout la même chose de prêter de l'argent que de voler des billets de banque à l'imprimerie nationale. Voilà, donc concrètement, s'il faut retenir, c'est les banques centrales ne créent pas de monnaie. En fait, la monnaie n'est créée que par un seul mécanisme, qui est le crédit bancaire. Et ce crédit bancaire, il ne peut se faire que si, bien sûr, les banques sont prêtes à prêter. Et pour ça, il faut qu'elles aient accès à la liquidité, individuellement. Et que si, bien sûr, il y a des agents économiques qui veulent emprunter. Si personne veut emprunter, les banques ne peuvent pas prêter. On n'oblige personne à emprunter, heureusement. Ce qui veut dire que ce n'est pas uniquement les banques toutes seules qui créent la monnaie, c'est le crédit bancaire qui crée la monnaie. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'emprunteur, il n'y a pas de création monétaire. Et les banques ne peuvent pas créer de la monnaie comme ça, spontanément, en se disant, bah, tiens, j'ai un problème de trésorerie aujourd'hui, ah bah tiens, je vais me créer de la monnaie, comme ça, j'aurai plus de problème de trésorerie. Non, une banque, comme toute entreprise, peut avoir des problèmes de trésorerie, des problèmes de liquidité, et elle ne peut pas juste créer de la monnaie pour résoudre ces problèmes. Et donc, il est un peu faux de dire que les banques créent la monnaie. Il est beaucoup plus juste de dire le crédit bancaire crée la monnaie. Et c'est pas tout à fait la même chose, ça n'a pas la même symbolique. Et de la même façon, les banques centrales ne créent pas de monnaie. Alors pourquoi je vous dis qu'elles ne créent pas de monnaie? Parce qu'après tout, vous allez me dire, bah oui, mais elle refinance les banques, donc elles font la même chose que les banques. Effectivement, la Banque centrale, c'est une banque, elle prête de l'argent, mais vous avez noté qu'elle ne prête jamais de l'argent aux ménages et aux entreprises. Elle prête toujours de l'argent aux banques. Or, cet argent-là, cet argent qui circule dans le système bancaire, c'est pas de l'argent qui sert dans les transactions courantes. Il n'achète rien. Il circule, en fait, dans un monde un peu virtuel. Et ça permet de comprendre ici une chose, c'est que quand les banques remettent 100 milliards pour augmenter la liquidité des banques, les banques centrales remettent 100 milliards pour augmenter la liquidité des banques commerciales, elles ne rendent personne plus riche. Il n'y a pas des gens qui ont plus de pouvoir d'achat. La monnaie du système interbancaire, on parle parfois, mais j'aime pas trop ça, mais cette expression parce que ça crée beaucoup de confusion, mais peu importe. Les économistes parlent parfois de monnaie centrale comme opposition à la monnaie des banques commerciales. En gros, comme s'il y avait deux monnaies, la monnaie qui circule entre les ménages et les banques, et la monnaie qui circule entre les banques et la banque centrale. Ils ont un peu raison. C'est-à-dire qu'en fait, on peut bien considérer qu'il y a deux systèmes parallèles. Et d'ailleurs, je vais vous le montrer. Je vous ai dit tout à l'heure, vous avez Pierre, il veut acheter sa maison à Julie, donc il va verser 100 000 euros à Julie. Donc on a bien ici une circulation de monnaie entre deux ménages, hein. Donc ici, il y a bien une transaction qui se fait ici. Mais je vous dis aussi en même temps, bah, il faut que la banque de Pierre, elle donne 100 000 euros à la banque de Julie. Et donc il y a une deuxième transaction qui a lieu en même temps, une transaction symétrique de banque à banque. Et bien donc ça veut dire que c'est pas la même monnaie puisqu'on a deux transactions qui se font. Et en fait, il n'y aura qu'une seule réelle transaction. C'est Pierre qui paye sa maison à Julie. Mais pour que le système fonctionne, il faut qu'il y ait une transaction de banque à banque. Et donc, c'est comme si on avait un système de circulation monétaire entre banques symétrique au système de circulation monétaire dans l'économie réelle. Et ça explique que quand les banques centrales versent de l'argent, prêtent de l'argent aux banques, elles ne créent pas de monnaie parce que Julie et Pierre ne gagnent pas d'argent avec ces opérations de création soi-disant création monétaire, mais qui pour moi n'est pas de l'opération de création monétaire, puisque ça ne rajoute pas de la monnaie dans l'économie réelle. Ça rajoute de la monnaie dans la sphère bancaire, qui n'est pas la même chose que la sphère de l'économie réelle.
Et c'est la raison pour laquelle les opérations de quantitative easing, hein, quantitative easing, c'est assouplissement quantitatif, ces opérations où les banques centrales ont commencé à racheter des titres de dette publique et de titres financiers détenus par les banques. En fait, parfois les gens disent, regardez, on crée de la monnaie, mais en fait, c'est des opérations entre banques centrales et banques commerciales, et ça rend personne plus riche, et ça n'augmente le pouvoir d'achat de personne. Donc ça n'a pas d'effet sur l'économie réelle, et ça ne peut pas être inflationniste. Ça, c'est ça qui est important à comprendre. Voilà, donc ça, c'était la création monétaire. Voilà, j'ai presque. Bah, faut que je finisse. J'ai quelques questions. Je vais regarder. Euh, euh, oui, Frédéric, tu as raison. Les obligations publiques représentent les réserves en or d'autrefois. Tout à fait. Euh, voilà, je parlerai. Qu'est-ce que c'est que l'argent magique? C'est une rhétorique complotiste. Euh, enfin, ça n'a pas de sens. Il y a des gens qui disent les opérations de quantitative easing, c'est de l'argent magique, tout ça, mais en fait, non, en fait, si vous voulez, on pourra en parler plus tard. Bon, évidemment, c'est aussi la rhétorique de Macron. Je voulais distinguer deux choses. La masse monétaire, c'est ce qui est là, et la monnaie centrale, la monnaie de la banque centrale, c'est ce qui est là. Et donc, il y a bien ces deux systèmes dans ce mécanisme qui s'opposent, hein. Donc, il y a ce rectangle au-dessus et le rectangle du dessous. Et en fait, ce qui nous intéresse, nous, essentiellement, c'est le rectangle du dessous. C'est lui dans lequel il y a l'économie réelle qui fonctionne. Ça, c'est une économie, on peut dire, virtuelle, qui permet d'avoir des comptabilités, hein, bancaires qui sont très importantes. Euh, voilà, pourquoi la planche à billets ne crée pas de monnaie? Pourquoi c'est une très mauvaise image de montrer la planche à billets quand on parle de création monétaire? La planche à billets, souvenez-vous, c'est l'imprimerie nationale qui imprime les billets, on voit des rotatives et tout ça, c'est très joli. Et donc on dit, regardez, création monétaire, c'est la planche à billets. En fait, c'est faux, parce qu'à aucun moment dans le système contemporain, on a de création monétaire par l'impression de billets. Pourquoi? Bah, parce que, en fait, il faut comprendre, la monnaie, on va la définir comme ce qui permet d'acheter des choses. Oui, je sais, c'est une définition tout à fait bizarre, mais vous allez voir, c'est très important. Lorsque on a une imprimerie qui imprime des billets individuellement ou collectivement avec des grandes planches, ces billets ne sont pas utilisables pour des achats. Ils ne deviennent, d'ailleurs, quand les billets sont ensuite transférés dans les coffres de la banque dans le distributeur, ils ne sont toujours pas utilisables pour un achat. Ils sont utilisables pour un achat que lorsqu'ils sortent du distributeur. Et là, en fait, il n'y a pas de création monétaire. Parce qu'en fait, quand vous avez retiré 60 euros au distributeur, eh bien, votre compte en banque, il baisse de 60 euros. Donc, il n'y a pas plus de monnaie en circulation dans l'économie qu'avant. En fait, transformer, c'est juste une transformation de monnaie scripturale en monnaie fiduciaire, retirer de l'argent dans un guichet, et ça n'augmente pas la masse monétaire. Donc, ça ne c'est pas inflationniste. Donc, la planche à billets ne crée pas de monnaie. Ce qui crée la monnaie, eh bien, c'est, encore une fois, je reviens, c'est le crédit bancaire. Le crédit bancaire classique, pas le crédit bancaire entre les banques et les banques centrales. Et donc, le crédit bancaire crée de la monnaie, bah, je l'ai expliqué tout à l'heure, parce que, en fait, il fait émerger une nouvelle liquidité qui va servir ensuite pour euh, faire d'autres prêts. Sauf que la liquidité n'apparaît pas dans les comptes de la banque qui a créé la monnaie. Et c'est tout le problème. Elle apparaît dans d'autres banques. Elle va utiliser, évidemment, c'est dépensé. Bien sûr, si vous prêtez de l'argent et que cet argent n'est jamais dépensé, il va rester dans vos liquidités, mais a priori, personne n'emprunte de l'argent pour le laisser sur son compte bancaire. Il peut arriver que vous payiez à quelqu'un qui a la même banque que votre banque, mais ça, elle n'en sait rien, la banque, en fait, hein. Et, donc, elle ne sait pas, elle a besoin de toujours garder des réserves en liquidité pour permettre de financer les crédits qu'elle accorde. Bon, alors, finalement, qu'est-ce que c'est qu'une politique monétaire? Une politique monétaire, c'est une politique d'allocation du crédit bancaire. En fait, ce qu'essaye de faire la Banque centrale, c'est d'inciter les banques et les particuliers et les agents et les entreprises d'emprunter ou non. Et en fait, parce que le souci pour une banque, c'est que si jamais elle prête de l'argent à une entreprise qui fait faillite ou à un ménage qui ne rembourse pas, eh bien, elle devra, euh, comment dire, elle va perdre beaucoup d'argent. C'est-à-dire qu'en fait, elle va avoir une perte dans son bilan de l'équivalent de l'argent qu'elle a prêté. Et ça, faut comprendre que c'est énorme. C'est-à-dire que, en fait, quand une banque vous prête 100 000 euros, elle se rémunère sur les intérêts, bien sûr. Et les intérêts, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas tant que ça. Ça ne représente pas grand-chose. Pourquoi? Parce que quand vous avez fait un emprunt, un crédit immobilier sur 20 ans,
vous dites, ah, bah, écoute, moi, à 5% d'intérêt sur 20 ans, bah, je paye beaucoup plus que la somme que j'ai empruntée. À la fin, je vais emprunter 100 000 euros et je vais payer, je dis n'importe quoi, 250 000 euros. Donc la banque, elle s'est fait quand même 150 000 euros de profit. Mais attention, quand vous raisonnez comme ça, vous oubliez que la monnaie, l'argent perd en valeur à cause de l'inflation. Et donc, en fait, ce que vous remboursez, si vous avez un taux d'intérêt de 5%, mais une inflation de 3%, la banque, elle ne gagne que la différence, c'est-à-dire, en fait, 2%. Et donc, les 250 000 euros que vous allez rembourser, enfin, les 100 000 euros de capital plus les 150 000 euros d'intérêt que vous allez finir par payer à la banque, en fait, ça ne vaudra pas du tout 150 000 euros. Et donc, elle ne gagnera pas du tout autant d'argent que ce que vous pensez. Donc, les banques, quand elles prêtent de l'argent, eh bien, elles doivent faire vachement gaffe parce qu'elles peuvent évidemment faire faillite, hein, et ça montre aussi qu'elles ne peuvent pas créer de la monnaie comme elles veulent, sinon elles ne feraient jamais faillite. Mais les banques font faillite, et elles font faillite lorsque les crédits qu'elles ont accordés perdent en valeur et ne sont jamais remboursés. D'où le fait que c'est très important de faire en sorte que les banques n'accordent pas des crédits à n'importe qui. D'abord parce que si une banque fait faillite, eh bien, les banques qui lui ont prêté, parce que vous voyez que les banques ne cessent de se prêter entre elles, vont elles aussi faire des pertes. Et si les grosses banques, si une grosse banque fait faillite, elle peut entraîner des pertes chez d'autres banques qui lui ont prêté, qui lui ont fait confiance, et elles peuvent elles aussi se mettre à faire faillite. Et ce qu'on peut appeler une faillite systémique, c'est-à-dire une faillite en chaîne. Toutes les banques font faillite les unes après les autres parce qu'une banque a fait n'importe quoi. Et ça, c'est extrêmement important. C'est la fragilité la plus importante de notre système bancaire, c'est la faillite en chaîne, qui est la conséquence du fait que les banques doivent se prêter de l'argent les unes aux autres pour que le système fonctionne, et donc elles prennent à chaque fois des risques lorsqu'elles prêtent à une banque qui pourrait faire faillite. Et comme vous le savez, les faillites, elles arrivent comme ça d'un coup, en une nuit, en général, le vendredi soir, avant le week-end. Donc du coup, bah, quand c'est la banque fait faillite, bah, vous avez prêté de l'argent à cette banque, bah, vous perdez votre argent. Et si vous-même vous êtes en faillite, eh bien, d'autres banques vont faire faillite. D'où l'importance pour elles de gérer à la fois deux problèmes. Le problème de la liquidité, j'en ai déjà parlé, qui est accès à l'argent liquide. Donc ça, il y a le marché interbancaire et il y a la banque centrale qui est censée garantir la liquidité à toutes les banques. Et c'est ce qu'elle fait, hein. Elle le fait très bien. En 2007, elle a très bien fait. Et puis, il y a un autre problème qui est beaucoup plus grave, c'est le problème de solvabilité. La banque, elle a besoin d'être solvable. Et pour ça, il faut que la valeur des crédits qu'elle a accordés et qui sont dans ce bilan euh, ne baisse pas trop par rapport à ses capitaux propres, la valeur qu'elle possède, elle, hein, les patrimoines qu'elle possède. Parce que sinon, ben, en fait, alors, la valeur des créances peut baisser lorsque les chances de remboursement baissent. Eh bien, vous avez prêté voilà, 100 000 euros à Julie ou à Pierre, Pierre qui a acheté sa maison. Vous avez prêté 100 000 euros à Pierre. Mais Pierre, tout d'un coup, est en prison et il va jamais vous rembourser, il est en faillite personnelle. Eh bien, bah, vous avez ces 100 000 euros, il va le zéro. Donc, du coup, vous perdez votre patrimoine et il faut que vous soyez capable, parce que ces 100 000 euros, vous les avez empruntés, et c'est ça le souci, hein, vous les avez empruntés à quelqu'un, soit parce que c'est l'argent de vos déposants, soit parce que vous l'empruntez auprès d'une autre banque, soit auprès de la banque centrale. Et donc, il va falloir que vous le remboursiez. Et donc, c'est une énorme perte, le fait d'avoir prêté de l'argent à quelqu'un qui ne veut pas rembourser. Et donc, comment la politique monétaire fait pour organiser le crédit? Eh bien, elle détermine les taux de refinancement bancaire. C'est les taux de la Banque centrale. En fait, ça, c'est les taux d'intérêt qui sont décidés par la Banque centrale. Et vous comprenez bien que si le taux d'intérêt de la Banque centrale commence à augmenter, donc le taux auquel les banques se refinancent commence à augmenter trop, eh bien, les banques vont devoir répercuter la hausse de ce taux sur le crédit bancaire qu'elles vont accorder. Crédit à consommation, crédit immobilier, etc. Et donc, plus le taux de refinancement est élevé, plus les taux d'intérêt des banques auprès des ménages et des agents économiques vont être élevés. Et ça va baisser la demande de prêt. C'est-à-dire que moi, je suis prêt à emprunter une maison, à emprunter pour acheter une maison si le taux d'intérêt est à 3%. Mais si on met un taux d'intérêt à 8%, bah là, je suis plus tout prêt, hein, parce que sur 20 ans, voilà, ça m'arrêterait en faillite. Donc, bah, je renonce à l'achat de à la maison, je renonce au prêt. Pareil pour les entreprises, hein, quand elles veulent financer un investissement, elles vont voir la banque. Si la banque leur propose un taux à 3%, ben, elles sont très contentes, elles vont pouvoir financer leurs investissements. Si c'est 6 ou 7%, eh bien, elles vont renoncer à l'investissement. Et donc, la politique monétaire, elle permet comment dire, de gérer le crédit, mais le crédit permet d'avoir des effets sur les achats des ménages, sur les investissements des entreprises. Et c'est comme ça qu'on va réguler l'économie, en quelque sorte. Alors, vous allez me dire, mais dans ce cas-là, si plus le taux d'intérêt est faible, plus il y a d'achats et plus il y a d'investissements, donc plus il y a de croissance, pourquoi on ne met pas tous les intérêts à zéro? Et bah, le souci, c'est que si on a les taux d'intérêt à zéro, tout le monde va emprunter.
et tout le monde va emprunter pour faire n'importe quoi, pour se surendetter, pour faire financer des investissements qui sont complètement débiles. Par exemple, le métavers de Facebook, euh, qui a coûté très 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 cher à Zuckerberg, mais qui n'a fait rien gagner du tout. Donc les entreprises, quand le coût de l'argent est trop faible, eh ben, elles vont facilement emprunter, elles vont financer des investissements pas du tout rentables, et donc à la fin, elles vont faire faillite. Et donc à la fin, crise financière, crise bancaire, et donc il faut que le taux d'intérêt soit supérieur à zéro. Parce que sinon, tous les investissements, même les plus farfelus, peuvent être considérés comme rentables. Et donc, en fait, on ne va pas allouer les ressources réelles, parce qu'un investissement, c'est aussi un coût réel. C'est des gens qui vont travailler à produire cela. Il y a des ressources qui vont énergétiques et matérielles et minières qui vont servir à produire des choses. Si ces choses n'ont aucune utilité sociale, elles ne seront pas rentables. Et si elles ne seront pas rentables, c'est du gaspillage économique. Donc, il est normal que les taux d'intérêt soient positifs, parce que l'investissement, c'est un coût social et il faut éviter qu'on fasse n'importe quoi. Il peut y avoir, avec des taux d'intérêt de zéro, des bulles financières. Alors là, c'est encore pire. On ne va même pas investir pour produire quoi que ce soit. On va juste investir pour acheter des objets dont on espère qu'ils vont gagner en valeur, des immeubles, des objets d'art, etc. Et tout ça va créer une bulle financière. Et au moment où ça va se cracher, eh bien, tout le monde aura perdu beaucoup d'argent. Donc, il est nécessaire d'avoir des taux d'intérêt positifs, et les banques sont absolument nécessaires pour choisir les projets à financer et orienter l'économie. Et la Banque centrale surveille ce que les banques font. Voilà, alors normalement je suis David, censé avoir terminé. ouais, tu as terminé? Ah bah, c'est impeccable. Bah, Parce j'ai qu'il pas va être terminé en fait. J'ai plein de questions à voir, mais j'ai terminé mon temps.